Accompagné de savants et d'artistes, une armada forte de 15 vaisseaux de ligne et de 15 frégates quitte Toulon dans le plus grand secret. Sur son parcours, la flotte française croise l'île de Malte et s'en empare sans coup férir. Ayant échappé à la surveillance des Anglais, l'expédition débarque à Alexandrie. Le corps expéditionnaire marche à travers le désert, manquant d'eau et de nourriture. Il parvient sur les bords du Nil, où les attendent les Mamelouks. Face à eux, l'armée de Murad Bey est prête à livrer bataille. Les fantassins et les cavaliers de Bonaparte anéantissent les soldats du désert en une seule journée. La route vers le Caire est ouverte. Napoléon est le nouveau maître de l'Égypte. Il s'y comporte en despote oriental, maintenant l'ordre par une répression féroce. Tous les jours, je fais couper 5 ou 6 têtes dans les rues du Caire. Il faut prendre le ton qui convient pour que les peuples obéissent. Ce qui aurait pu être un succès complet va se transformer bientôt en cauchemar. L'amiral Nelson profite d'une erreur de l'amiral Brueys. Dans un effroyable combat, la flotte française stationnant à découvert dans la rade d'Aboukir est anéantie par les vaisseaux anglais. Les équipes de savants et d'artistes sont fascinées par ce qu'elles découvrent. De nombreux dessins et relevés sont effectués sur place à Gizeh, à Karnak, en passant par Abou Simbel. Cette expédition va constituer une étape capitale pour la compréhension de ce qu'était la civilisation des pharaons. L'Empire ottoman déclare la guerre à la France et envoie son armée reconquérir l'Égypte. La bataille du mont Tabor est remportée par les Français. Napoléon doit regagner Saint-Jean d'Acre qu'il n'a pu conquérir. Son armée est clouée sur place en proie à une épouvantable épidémie de peste. De retour, le futur empereur des Français venge l'affront d'Aboukir en écrasant au même endroit une armée turque mise en place par les Anglais et les Ottomans. Des nouvelles reçues de Paris apprennent à Bonaparte que le Directoire agonise. Le moment est venu sans doute d'effectuer un retour opportun. Pour la première fois, Napoléon abandonne ses hommes coincés en Égypte. Et Joséphine dans tout cela? Cette dernière se répand en mondanité, mais pour le moment, Napoléon, qui connaît ses infidélités, a d'autres centres d'intérêt. Un coup d'État est en cours de préparation, fomenté par Sieyès, Talleyrand et son jeune frère Lucien Bonaparte. Manipulé sans le savoir, le Conseil des Anciens qui se tient aux Tuileries décrète qu'il se transportera à Saint-Cloud pour être à l'abri des surprises et des coups de main. Entre-temps, M. de Talleyrand conseille vivement à Barras de rejoindre la vie civile. En même temps que Ducos et Sieyès, celui-ci démissionne. Le lendemain, le château de Saint-Cloud est protégé par 6000 hommes en armes, commandés par Murat. L'indécision flotte dans l'air. Las d'attendre la délibération des 500 sur la composition du nouveau directoire, Napoléon fait irruption dans la salle des débats en bredouillant. C'est la confusion la plus totale. Les parlementaires se sentent menacés dans leur légitimité. Lucien tente vainement de calmer l'Assemblée, mais c'est Murat qui doit intervenir, s'adressant à ses grenadiers. « Foutez-moi tout ce monde dehors !» Le plan initial de Sieyès, qui prévoyait un renversement dans le respect des lois, est anéanti. La France se retrouve avec 3 consuls, Ducos, Sieyès et Bonaparte. Pendant l'absence du nouveau consul, Joséphine, répondant au désir de son mari qui cherchait une terre aux environs de Paris, s'était portée acquéreur, à crédit, de la malmaison. Napoléon solde l'achat et en devient ainsi le véritable propriétaire. Le couple va bientôt s'y retrouver. Désormais, les affaires de la France se jouent entre Tuileries, Luxembourg, Saint-Cloud et Rueil-Malmaison. La Constitution de 1799 donne à Napoléon tous les pouvoirs.
Désormais, les choses vont aller très vite. Censure de la liberté d'opinion, mise en place d'une police chargée de s'infiltrer partout, premières ébauches d'une banque d'État. À l'extérieur, les Russes restent sur l'échec infligé par les troupes de Masséna. Bonaparte en profite pour faire des offres de paix à l'Angleterre et l'Autriche, qui les rejettent. L'Aigle doit rechausser ses bottes d'Italie et voler au secours de Masséna, assiégé aux portes de Gênes par des Autrichiens. Le plan de Bonaparte consiste à disposer l'armée française en arc de cercle autour des Alpes afin de prendre à revers les troupes autrichiennes de Mélas qui occupent tout le nord de l'Italie. En parallèle, il confie au général Moreau le soin d'envahir la Bavière. Les troupes françaises, dans des conditions difficiles, atteignent le col du Grand Saint-Bernard, créant une immense surprise dans le camp autrichien. C'est à dos de mule que Bonaparte et ses hommes reprennent le même parcours qu'Hannibal et Charlemagne. Dans la neige et le froid, les paysans de la vallée réquisitionnés pour l'occasion tirent les lourds canons. Napoléon est reçu au couvent du Mont-Saint-Bernard par le père Baronfaller. C'est seulement en 1805 que le corps du général Desaix, mort à la bataille de Marengo, fut inhumé au col du Grand Saint-Bernard. Les Autrichiens se portent au devant des Français et les combattent au fort de Bar. Ce jour-là, le maréchal Lannes se distingue en les repoussant. Les troupes françaises entrent dans Milan et continuent leur avancée dans la plaine du Pô. Un âpre combat se déroule à Montebello, mais la bataille décisive se déroule à Marengo. Les Français sont au bord de l'effondrement. Je croyais attaquer l'ennemi. C'est lui qui me prévient. Revenez, au nom de Dieu, si vous le pouvez. Cette supplique s'adresse au général Desaix, qui l'a envoyé au sud à la tête d'une division de 5500 hommes. La division, tant attendue, parvient enfin sur le champ de bataille. Desaix est touché en plein cœur par une balle ennemie. Sous les feux de la grande batterie et la charge héroïque des 700 cavaliers de Kellermann, les Autrichiens battent en retraite. Après cette victoire prestigieuse, le véritable héros s'appelle Desaix. Mais c'est Napoléon Bonaparte qui connaît gloire et honneur. Il devient le maître de toute l'Italie septentrionale. Il se remet au travail. Il y a un gouvernement, des pouvoirs, mais tout le reste de la nation, qu'est-ce que c'est? Des grains de sable. Il faut jeter sur le sol de la France des masses de granit. Napoléon lance une commission chargée de la refonte des lois. Le Code civil, qui consacre l'égalité entre les citoyens et le droit de propriété, sera l'un des piliers d'un édifice qui ne se concrétisera qu'à partir de 1804. Visiblement, les actions de Napoléon dérangent une minorité. Le 24 décembre, se rendant à l'Opéra, il échappe de justesse à l'attentat royaliste de la rue Saint-Nicèze. Nulle part ailleurs, si ce n'est sur un champ de bataille, je n'ai vu Bonaparte plus satisfait que dans ses jardins de Malmaison. Cette confidence de Bourrienne ne surprend pas lorsque l'on sait qu'il y séjourne 3 ans. 10 mois, 12 jours, soit bien plus qu'à Compiègne, Trianon, Rambouillet ou Fontainebleau. C'est ici qu'il vit les jours les plus heureux du consulat. Napoléon et Joséphine ne profitent totalement de Malmaison que lorsque les travaux intérieurs s'achèvent. Dès 1801, ils vivent bourgeoisement en leur domaine. Le vestibule d'honneur a l'aspect d'un atrium de villa romaine avec ses poteaux en faux granit, faux marbre et faux porphyre. Pour les repas, il n'y a qu'une seule grande table qui offre l'aspect d'une réunion de famille. Le premier consul s'assied d'abord, puis nomme une personne pour être auprès de lui. Joséphine occupe le côté opposé, puis tout le monde suit sans aucun ordre.